Bonsoir et bienvenue pour cette seconde conférence de notre 14e cycle, Architecture, Urbanisme, Habitat. Donc, avant tout, je remercie à nouveau le département qui met à notre disposition cette salle et toute l'aide technique et au niveau de l'accueil qui sont vraiment très, très précieuses pour nous. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Duval. Vous remarquerez que cette année, nous faisons appel à des professionnels locaux. La dernière fois, c'était Dominique Delors et Adrien Garcin de l'agence Totem. Aujourd'hui, Jean-Pierre Duval. Et je pense qu'il est temps que nous rendions hommage et que nous fassions intervenir des professionnels qui sont vraiment très impliqués localement et qui ont toute une expérience à communiquer, à vous à transmettre. Donc Jean-Pierre Duval a commencé à travailler en libéral avec François Confineau pendant plusieurs années et vous avez participé ensemble à de mémorables scénographies d'exposition, donc Cité Ciné et à Séville également. Je ne sais pas si tu en diras un petit mot ou... Oui, rapidement peut-être. Et donc l'objet de la conférence de ce soir, c'est de présenter quelle peut être l'intervention d'un architecte dans des grands projets d'infrastructure, que ce soit ligne TGV ou par exemple le doublement de l'autoroute à Montpellier. Donc c'est intéressant d'appréhender la profession d'architecte non seulement par la construction, mais également, souvent, les architectes ont également cette sensibilité, quand ce n'est pas une réelle implication, dans le domaine de l'urbanisme. Donc là, nous sommes impatients de découvrir cette expérience. Et voilà, je vous laisse la parole à Jean-Pierre. Merci d'être venu. Merci. Peut-être quand même me présenter un petit peu rapidement, parce que je vois beaucoup de têtes que je connais dans la salle, mais peut-être pas tout le monde. Donc je suis effectivement nîmois depuis une trentaine d'années, après avoir été associé, donc, comme disait Anne-Marie, à François Confineau pendant une douzaine d'années. On avait fait des projets qui étaient très intéressants. Et puis dans les années 90, on a bifurqué, lui voulant garder une spécificité scénographique et moi voulant revenir vers l'architecture. Et c'est pour ça qu'on a séparé notre collaboration, tout bien, tout honneur. Et donc je suis revenu sur Nîmes depuis maintenant une trentaine d'années, où j'interviens dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture, et donc dans le domaine très très spécifique de ces accompagnements d'infrastructures. Pour me situer les quelques exemples de projets actuels sur Nîmes, celui-ci que vous connaissez, je suis urbaniste de Hoche Université, qui est tout ce travail qui a été fait autour de l'ancien hôpital, qui est un quartier assez étonnant, puisque, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, comment peut-on faire de l'urbanisme, de l'architecture dans des quartiers qui ont pris 1,50 m d'eau en 2002 ? Est-ce qu'on construit plus ? Comment ça se passe ? Et donc la gageure était de travailler là-dessus. On y reviendra un petit peu après. Un autre projet d'urbanisme dont je m'occupe, qui est la ZAC de la Gare, au sud de la Gare, où je ne construis pas les bâtiments, mais j'ai fait l'ensemble des aménagements publics, de la plateforme intermodale, du parking de 800 places, de ce qu'on appelle la cage de verre qui sort de la gare, etc. C'est un projet urbain. Un projet urbain, c'est toujours très long. Le contrat qui n'est pas fini là-dessus, il date de 96. Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on travaille petit à petit pour aboutir à des choses comme ceci. Deux projets de bâtiments un petit peu emblématiques, les archives départementales pour le compte du conseil départemental, qui est rue Tour de l'Évêque. Et puis un autre que j'aime beaucoup, qui est la transformation de l'immeuble EDF rue de Verdun, qui étaient des anciens bureaux, pour les transformer en logements. Et ça s'appelle Colorama, vous voyez pourquoi. J'ai eu l'occasion dans ma carrière, il y a une vingtaine d'années, une opportunité de travailler avec ASF pour
travailler sur les infrastructures, les sections d'autoroute. La première ayant été celle qui va de Arles à Nîmes, ou inversement, de Nîmes à Arles, sur les gares de péage, les auvents, les aires de repos, etc., etc. Et puis, comme c'est un maître d'ouvrage fidèle, j'ai eu d'autres opérations un peu importantes. L'autoroute A20 qui est entre Montauban et Brive, vers Pau, etc., etc. Et donc, commencer à avoir l'expérience de comment on pose des éléments relativement remarquables. Un auvent d'autoroute, c'est remarquable, mais ça se pose dans un paysage qui est généralement un petit peu vierge. Et ce qui m'a donné l'occasion d'être repéré, entre guillemets, par RFF, quand RFF a lancé, il y a une vingtaine d'années également, la ligne LN5. Alors LN5, je vous dis ce que c'est parce que je vais y faire référence à plusieurs fois. LN5, c'est la ligne nouvelle qui va de Valence à Aix, en passant par Avignon, et Valence à Manduel, qui a été construite donc il y a 20 ans et qui a donné d'ailleurs l'occasion du projet que je vous ai montré tout à l'heure, du triangle de la gare, qui était l'aboutissement urbain de l'arrivée du TGV sur Nîmes. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion donc d'être un petit peu remarqué. Et RFF sur cette ligne-là dont je vais parler parce que c'est un remarquable exemple d'intégration d'une infrastructure, a souhaité faire un petit pool de 3 architectes. Il y avait Amédéo qui est à Marseille, il y avait Lavigne qui est un architecte parisien qui travaille beaucoup sur l'ouvrage d'art, et moi qui étais un petit peu néophyte dans cette histoire, mais qui avait donc cette sensibilité de travailler sur ces grands ouvrages. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis donc après j'ai eu plusieurs opérations, notamment sur les lignes TGV. Actuellement, donc, pas celle de Nîmes-Montpellier, c'est un de mes collègues qui fait ça. Par contre, je travaille, on le verra tout à l'heure, sur la ligne TGV de Bretagne, Pays de Loire, entre Rennes et Laval, et d'autres opérations. C'est un domaine extrêmement spécifique, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Pas forcément pour vous montrer systématiquement des images, mais aussi mon propos, ça va être de vous montrer comment intervient un architecte dans ce domaine, qui est un domaine a priori très ingénieur, très technique, etc. Comment s'introduit un architecte et qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est la plus-value qu'il peut apporter dans des ouvrages comme cela? Donc on va parler, on va avoir des images, mais on va aussi parler de démarche, de méthode, de la manière d'aborder les choses, etc. Ça, c'est une citation que j'ai reprise de Jean Lacouture, qui a mis ça en exergue d'un livre qui a été fait justement sur la LN5, en disant, effectivement, il y a de belles cicatrices, mais il n'y a pas d'opération indolore. Ça veut dire qu'une infrastructure, qu'elle soit TGV, qu'elle soit routière, etc., quand elle traverse un paysage, elle fait du dégât. Forcément. Elle passe, elle traverse, suivant ses géométries, etc. Ça, c'est chantier LN5, justement. Bon, ça s'embarrasse pas de détails, et ça file, ça bouleverse, ça bouscule, etc. Et donc, tout le travail derrière, ça va être de dire comment est-ce qu'on peut, à partir de là, raccommoder, réparer, faire en sorte que cette ligne soit acceptée, soit comprise, que les gens qui habitent alentour, finalement, petit à petit, se l'approprient et en fait en font leur quotidien. Voilà. Bon, un autre exemple, on voit que c'est assez douloureux quand le départ de ces chantiers, c'est particulièrement remarquable, surtout quand il y a des géométries difficiles. Donc on voit qu'on peut, en passant des blés, on va casser les collines, etc., etc. Donc ça c'est le point de départ. C'est le point de départ sur lequel, bon, évidemment, nous, on n'intervient pas pour l'instant. Alors, j'ai mis ça parce que il me semble que dans toute l'histoire de l'urbanisme ou de l'architecture, il y a toujours eu des ouvrages d'art. Ces ouvrages d'art, ils ont été construits à un moment donné, évidemment. Et quand ils ont été construits, leurs sites, leurs paysages ont été bouleversés. Il n'empêche que la mémoire étant ce qu'elle est, au bout de quelques années, quelques siècles, etc., ils font maintenant partie complètement du paysage. Et on n'imaginerait pas
que on n'imaginerait pas que ces ouvrages comme ceux-ci là ne soient pas là. Ils sont là. Ils sont là, ils font partie de l'histoire, ils font partie de notre quotidien maintenant. Ils sont complètement acceptés. Ça, c'est le pont d'Avignon. Ça, c'est le pont de Bordeaux. J'y reviendrai après parce que c'est un de mes sujets. Pont de Pierre à Bordeaux, en plein centre-ville. Et puis des ouvrages un petit peu plus récents. On n'imagine plus ce paysage sans le viaduc de Garabit ou de la même manière, on n'imagine plus Millau sans son viaduc, etc. Ça fait partie maintenant de l'histoire parce qu'ils ont été conçus de manière respectueuse à chaque fois et raccommodeuse du paysage et ils sont devenus partie intégrante. Alors, l'insertion et la réparation, ça c'est notre rôle. Une vue sur l'autoroute A20, donc Montauban-Brive, sur laquelle j'ai travaillé, c'est la vue du viaduc de Brive, à côté de Brive. C'est un des premiers autoroutes, il y a une vingtaine d'années, où il y a eu une conscience qui a été prise de la nécessité d'insertion d'une infrastructure dans un site. Un peu poussé par les contraintes environnementales, etc. Toute une réflexion qui commençait il y a une vingtaine d'années à vraiment se mettre en place, en disant on peut plus se permettre de faire passer une infrastructure comme ça au milieu de la campagne sans faire attention à comment ça se passe, à comment ça se gère, comment on voit ici comment elle passe et comment la transparence reste, comment on perçoit toujours le paysage au travers de cet ouvrage. Bon, il y a encore quelques accidents de circulation, mais qui sont gommés par les aménagements paysagers. C'est un des premiers ouvrages, si vous l'empruntez un jour, il est assez facile pour remonter sur Paris sans passer par Bordeaux, on peut passer par Limoges, etc. Et c'est un autoroute qui est très 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 bien fait, très bien intégré et très très plaisant à parcourir. Deux petites images pour expliquer un petit peu c'est sur le TGV Bretagne-Pays de Loire. Les photos, excusez-moi, sont pas très très bonnes. C'est juste pour dire, voilà comment c'était avant en 2014, c'est-à-dire on fait le tracé, on fait des blessures, etc. 2 ans après, on a déjà commencé à reconstituer un paysage. L'ouvrage qui est ici, on le retrouve ici. Ici. De la même manière, là c'est pareil, c'est ce qu'on appelle une tranchée couverte. Ça c'était la vue du chantier, et puis 2 ans après, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on réussit à reconstituer au-dessus de cette tranchée un paysage agricole, à redonner de l'usage, à redonner de la fonction, etc. Et tout le travail, et moi je suis intervenu donc sur ces têtes d'ouvrage, têtes de tunnel. Simplement pour expliquer, d'abord c'est pas un travail tout seul, il y a un travail de paysagiste qui est extrêmement important évidemment. L'ouvrage c'est un point ponctuel, le paysage c'est vraiment le grand territoire. Et ça c'est un ouvrage dans la Drôme, toujours sur LN5 dont je reparlerai après. Alors, l'exercice de conception, j'ai voulu aborder ici de savoir de quoi on part. Une infrastructure, ça s'installe sur un territoire. Alors je vais être un petit peu didactique, mais voilà, plus on va vite, plus on est horizontal et droit. C'est un principe. Une petite route de montagne, c'est ça. On peut se permettre, parce qu'on roule à 30 à l'heure, de monter, de tourner, etc., etc. Une route départementale, bon, c'est un peu plus pentu, mais là, on roule à 90. Si on est sur une autoroute, on roule à 130. Donc là, les contraintes sont encore plus draconiennes. Il faut aller tout droit, il faut tourner le moins possible, etc. Donc quand on s'installe sur un paysage qui est plat, il n'y a pas de problème. Quand on s'installe dans les collines, on commence à se poser des problèmes de traversée. Tunnels, tranchées couvertes, etc., etc. Et le TGV, c'est encore pire. Le TGV, c'est vraiment tout droit et horizontal.
Donc quand ça s'installe dans la plaine du Languedoc, il n'y a pas de problème. Quand on est dans la Drôme, c'est plus difficile. Et donc ça c'est le point de départ. C'est le point de départ d'une avant nous d'aller sur le site, de voir comment se posent les choses, on nous donne ces éléments. On nous dit voilà, ça passe là, c'est comme ça. Donc il y a ces contraintes de site et il y a qui forcent évidemment à faire là aussi des accidents, des passages obligés. On ne peut pas monter, donc on traverse. Voilà. Et là, j'ai mis ça parce qu'il y a d'autres critères. Il n'y a pas que les critères de site, il y a les critères de plein de critères. Il y a des critères éminemment politiques, il faut être clair. On veut que ça passe là, mais on ne veut pas que ça passe là, etc. etc. Donc il y a des négociations. Vous avez entendu parler sur le TGV Montpellier-Perpignan de différents tracés différents. Ils sont dus aussi en grande partie à ça. Il y a des critères financiers. Quelle solution coûte plus ou moins cher? Et puis il y a des critères de foncier. Comment on acquiert le foncier? Ici, c'est un exemple de doublement de l'autoroute A9. Ici, on a l'autoroute actuelle, enfin celui qui est emprunté. Ici, l'autoroute en chantier. Et on aurait pu imaginer que doublement d'une autoroute, ben voilà, on est là, on double ici. C'est pas si simple. Parce que ici, au nord, on est très construit. Ça, c'est Ikea, etc. Ici, il y a le lycée, je ne sais plus son nom, au sud d'Ikea. Donc, toutes ces bandes-là foncières sont inutilisables. Et puis, il y a un autre critère, c'est qu'entre ici et là, on a des exploitations viticoles, avec des sites classés, etc. etc. Donc, toutes ces accumulations de choses font que les tracés sont pas libres. Ils dépendent de beaucoup de critères. C'est pour ça que quand on parcourt l'autoroute actuellement en chantier, quelquefois on a des largeurs de 12 voies parce que les deux autoroutes sont côte à côte, et quelquefois ils s'écartent complètement, ils partent dans la nature, ce qui est le cas ici. Donc nous, quand on aborde ça, on va voir les sites, parce que tout ça suppose qu'on a des traversées, on a des ponts au-dessus, des ponts en dessous, etc. Et on va voir ça et on essaye de mettre en musique un petit peu tout ça pour donner du sens, pour donner de la sensibilité à ça, pour arriver à des choses qui soient acceptables, remarquables, etc. Cet ouvrage, j'y reviendrai après. Voilà, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mimram. On le voit quand on monte l'autoroute au sud de Montélimar. Et voilà, donc le travail là consiste à aller sur site, à regarder ce qui se passe, à être sensible à la lumière, à la couleur, au reflet, à la rivière, etc. Et à interpréter tous ces passages pour leur donner une qualité. Alors, un thème extrêmement important dans ce travail, c'est ce qu'on appelle l'identification. Ça veut dire que je ne vais pas forcément vous montrer des grands ouvrages pour l'instant, mais plutôt des petits ouvrages. L'identification, ça veut dire qu'on s'attache à ce qu'une section, l'autoroute A9 c'est 25 km, la LN5 c'est 300 km, à lui donner une identité. Et cette identité, on lui donne au travers du traitement systématique des ouvrages de manière un petit peu redondante, de manière à ce qu'on puisse reconnaître la ligne, l'infrastructure. Ça veut dire que le traitement des ouvrages d'art communs, ce que j'appellerais les ouvrages d'art communs, est aussi important, sinon plus important que les quelques grands viaducs qui, eux, sont identifiés, etc. On sait où ils sont. C'est très important de déterminer, de donner l'impression de ce territoire, de dire on passe sous une ligne TGV, on passe à côté d'une autoroute, on reconnaît que on est passé à côté de la ligne TGV, à côté de l'autoroute. Alors, la ligne LN5, pour 3 exemples. La ligne LN5, c'est 300 km, mais c'est 500 ouvrages de toute taille. Et dans ces 500 ouvrages, qui sont
pour la plupart des petits ouvrages, on a distingué 7 viaducs majeurs seulement, ce qui est très peu. Vous en connaissez quelques-uns, le viaduc qui traverse le Rhône à Avignon, celui de Mimrab que je vous ai montré, etc., etc. Il n'y en a eu que 7 qui ont été identifiés comme étant des vrais ouvrages. Les autres, c'est ce qu'on appelle du courant, mais le courant est extrêmement important. Et RFF, à l'époque, nous avait donné la capacité d'aller très très loin dans les études. On avait un parc à Marseille de 200 ou 300 prototypes de corniches différentes, etc., etc. Enfin, il y avait les moyens, ce qu'il n'y a plus maintenant, mais à l'époque, il y a 20 ans, on a eu vraiment les moyens de bien travailler. Et donc, l'ENSA, je vais vous montrer des ouvrages qui sont des ouvrages courants. Les ouvrages, la plupart sont dans la plaine du Languedoc, c'est-à-dire au sud de Téziers, Montfrin, Domazan, tous ces coins-là. Voilà. Et donc, on a décliné un langage, une lecture de l'ouvrage, en travaillant sur les... Je vais prendre la flèche parce que j'ai pas eu m'en sortir. En travaillant notamment sur les piles, pardon, je reviens, sur le dessin des piles, sur le dessin des pérets, sur le dessin du tablier, sur le dessin de... Ah, il veut pas tenir. Sur le dessin des corniches, garde-corps, etc., pour déterminer un vocabulaire, qui sont un vocabulaire systématique, et qu'on va retrouver sur les 300 ouvrages ou 400 ouvrages de la ligne, de manière, encore une fois, à dire, tiens, là... c'est la ligne TGV sous laquelle on passe, avec cette idée de dire que on a toujours des visions, on a une vision lointaine quand on s'approche, et puis on a une vision un petit peu plus proche, et on passe dessous, et là on a l'œil sur le détail. Donc il y a des échelles de lecture qui sont extrêmement différentes. Là, on s'est attaché à quoi? On s'est attaché à dire de travailler sur les horizontales. Sur les horizontales, en les marquant fortement. Donc avec ce joint creux qui est ici, avec cette lisse qui est ici, etc., etc. Et en les faisant déborder de chaque côté, on va le voir sur d'autres ouvrages. Donc là, je vous décline des ouvrages qui sont un peu similaires, mais qui sont systématiques. Voilà. Et on voit que la corniche, elle déborde pour emmener l'horizontalité le plus loin possible. Et tout le travail qu'on va faire là-dessus va être un travail très très précis de détails dessinés, de détails exécutés. Ça veut dire que tout ça c'est très très dessiné, que le joint qui est ici correspond au bracon qui est ici, etc. Parce que si le détail est bien fait, s'il est bien exécuté, on ne le remarque pas. On passe dessous, une impression d'un ouvrage qui est pas mal, etc. Par contre, s'il n'est pas bien fait, alors là on se dit oh là là, ils ont merdé là. Donc toute la qualité de ces petits ouvrages est une qualité qui ne doit pas être négligée, qui doit être systématique. Et vous remarquerez, alors excusez les tags parce qu'ils ont 20 ans quand même les ouvrages, ils ont un peu vécu. Donc tout le travail, voilà, on voit tout ce travail de détail qu'on a fait, qui est très précis, qui demande énormément de boulot dans la conception, l'horizontale qui pénètre, la manière dont la corniche vient dans le mur en aile, de manière propre, etc., etc. Enfin, tout ça fait la qualité de l'ouvrage sous lequel on passe, peut-être sans s'en rendre compte quand on se fera là, le traitement des pérets. Voilà, c'est tous des ouvrages différents, mais qui sont déclinés. Bon, là, c'est une version avec une protection acoustique, donc c'est pour ça que tout le garde-corps au-dessus est plein. Ça, c'est les ouvrages que j'aime bien. C'est ce qu'on appelle les ouvrages de décharge, toujours dans la région de Montfrin, Téziers, qui permettent, qui sont posés sur les endroits où l'eau passe, parce que c'est des zones qui sont très impactées par les inondations. Et donc, on a des ouvrages de décharge que j'aime bien parce qu'ils sont bas sur l'eau, ils sont pas sur le sol, mais ils sont voilà, ces grands ouvrages de continuité. Voilà.
Alors, juste 3 images sur la ligne BPL, parce que là, j'ai pas travaillé sur les petits ouvrages, j'ai travaillé essentiellement sur les viaducs. Simplement montrer, ça c'est sur la Vézère, donc ça c'est avant-après. Comment on est venu se poser avec toujours, je l'avoue, une prédominance dans les dessins de détails sur l'affirmation de ces horizontales qui viennent accompagner le viaduc. Et là aussi, la possibilité d'avoir fait systématiquement des prototypes corrigés, etc. Alors ça, c'est un ouvrage très particulier. C'est une anecdote, je le passe en passant. Ça s'appelle un saut de mouton. C'est à la sortie de Rennes, on est en milieu urbain. Un saut de mouton, ça veut dire qu'il y a 2 lignes qui se croisent, mais qui se croisent avec un angle très très fermé, presque parallèle. Et c'est des ouvrages extrêmement difficiles à gérer parce que on a une première ligne qui est ici, on a une deuxième ligne qui est au-dessus, et les deux se croisent sur une longueur très très forte. Et donc il n'y a pas d'appui entre les lignes, etc. Et pour pouvoir dessiner des ouvrages comme ça, il faut de la place, il faut. Et là le dessin archi, il vient en complément, j'en parlerai tout à l'heure, du dessin, enfin de l'étude d'ingénierie. Donc voilà. Alors on vient à l'autoroute. Donc le doublement de l'autoroute A9 où on a à peu près la même démarche, mais un petit peu compliqué parce que quand on est dans le TGV, on voit pas les ouvrages. C'est quand on est dehors qu'on les voit, quand on passe dessous, quand on passe, etc. Quand on est dans le TGV, on perçoit rien. Par contre, sur l'autoroute, soit on les traverse par-dessous, par-dessus, etc. Soit sur l'autoroute lui-même, on voit quand même. On passe sous un ouvrage, etc. On a une vision du paysage qu'on n'a pas forcément systématiquement dans le TGV. Et donc, l'autoroute A9, c'est pareil, on a voulu identifier une section qui fait 25 km, lui donner une identité de manière à ce qu'on sache que quand on passe là, on est entre les deux. Donc l'autoroute A9, il commence. Alors j'y reviendrai après pour si vous avez des questions éventuelles sur le fonctionnement de ça, avec plaisir. Mais l'autoroute A9, il fait 25 km, enfin le doublement. Il part de la gare de Saint-Jean-de-Védas et jusqu'à la gare de Baillargues. Donc, entre les deux, donc ces deux gares sont les mêmes gares à l'architecture similaire. C'est l'auvent de Baillargues, l'autre c'est l'auvent de Saint-Jean-de-Védas qui est en chantier, c'était en chantier. Et donc, entre les deux, on veut identifier cette section. Comment on fait? On travaille. Vous passez, dessous, environ une quinzaine de ponts, des ponts qui traversent, des départementales, etc., et qui vont tous être traités de la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un traitement systématique des ouvrages. C'est-à-dire les piles qui sont dans le sens de l'autoroute, bien sûr, le plus fine possible, et puis un travail sur tout ce qui est l'accastillage, qu'on appelle l'accastillage, c'est-à-dire les garde-corps, les corniches, les garde-corps, etc., qui vont être, vous le remarquerez si vous allez de Nîmes à Montpellier, tous les ouvrages que vous allez rencontrer sont traités de la même manière, on est toujours sur la même section, avec des variantes qui sont dues notamment aux contraintes de sécurité, c'est-à-dire que les contraintes de sécurité sur une départementale sont pas les mêmes que sur une nationale, sont pas les mêmes que sur quand on passe au-dessus d'une ligne TGV, etc. Ce qui explique un petit peu les différences de ces éléments-là, qui correspondent à des normes très très précises. On est obligé d'employer ce modèle-là dans tel cas, etc. Par contre, le dessous est systématiquement le même. C'est un travail de fourmi que je vous montre, c'est pas un travail de grand geste pour l'instant. Et puis bon, quelques variantes quand même, ça c'est la Mosson, ça c'est des ouvrages qui passent au-dessus des lignes TGV, donc avec des protections un petit peu particulières. À chaque fois, prototype, etc., etc.
Alors, pour aller plus loin, et là je vais rentrer dans le concret, je vais vous expliquer comment on travaille. Je vais vous expliquer comment on prend quelque chose, de où on part, quelles sont les intentions et quel est le résultat. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est l'exemple du viaduc Leslie-Ronde. Le viaduc Leslie-Ronde, c'est le plus grand viaduc de cette autoroute. Hein, donc pour se situer, en haut l'autoroute actuelle, ici le tracé de l'autoroute en chantier, doublement. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ils sont très éloignés l'un de l'autre pour X raisons. Et ici, la future ligne TGV qui vient en complément, en parallèle. Les deux se rejoignant à la gare de la Mogère, qui est à peu près dans ces zones-là. Ça traverse la Lironde, ça traverse l'avenue Georges Frêche qui va à la mer, le Lez, l'avenue Georges Frêche qui va à la mer, et la Lironde. On est dans un domaine actuellement, un site qui est, on le voit sur cette photo, encore agricole pour grande partie. Il y a quelques bâtiments, mais on est encore agricole. Mais on peut se dire que dans 50 ans, on sera en ville. Vu l'extraction urbaine, notamment de Montpellier vers le sud, on peut dire que toutes ces zones-là, notamment avec la gare à côté, etc., ça va être en ville. Donc, il faut penser cet ouvrage comme étant quelque chose qui, à terme, sera complètement dans un site urbain, alors qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une échelle de temps sur laquelle il faut qu'on puisse travailler. Et ça veut dire que pour nous, c'est un ouvrage qui était extrêmement simple, extrêmement sobre, extrêmement simple. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu plusieurs opportunités. La première, c'était de dire on fait un viaduc ici, on fait un viaduc ici, et puis entre les deux, on fait un talus. Et on s'est aperçu assez rapidement, même si cette solution viaduc était plus chère que la solution talus, que dans un site urbain, c'était pas jouable. Qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un talus, surtout qu'un talus, ça veut dire que son emprise, elle est triple de l'emprise autoroutière. On ne peut pas se permettre d'avoir un ouvrage comme ça en plein milieu urbain. Donc immédiatement, on est assez rapidement parti sur l'idée d'avoir quelque chose de très sobre, de très simple, de très transparent, de manière à ce que la ville passe du nord au sud. Alors, les premières esquisses. Là, on est dans un domaine qui est très, très ingénierie. Ça veut dire qu'un projet d'ouvrage d'art, peut-être contrairement à un projet de bâtiment, c'est un projet dans lequel la complicité ingénieur-architecte est extrêmement forte. Il n'y a pas de... En bâtiment, on peut imaginer très souvent l'architecte, chef d'orchestre, et puis des bureaux d'études, etc. Là, c'est pas le cas du tout. Il y a un travail, c'est un projet, c'est un travail en commun, un vrai travail en commun de dialogue très très fort où chacun respecte la compétence de l'autre. C'est un des côtés passionnants de ce domaine de travail. Donc les ingénieurs, ils commencent par travailler en disant bon voilà, compte tenu du site, compte tenu des portées possibles, etc. L'ouvrage, il va avoir des portées de 74 mètres 80, etc. Ils définissent la géométrie d'ingénierie du projet pour arriver à ce type de choses en disant bon voilà, on a ce qu'on appelle un quadripoutre, c'est-à-dire 4 poutres métalliques. Qui supporte un tablier. Et bon, voilà, vous allez travailler avec ça. Et on se dit immédiatement, mais là, on n'est pas exactement dans la logique de ce qu'on avait préconisé, de dire, il faut que ce soit fin, il faut que ce soit juste une ligne dans le paysage. Ça marche pas. D'où dialogue, et d'où une deuxième version où on diminue les portées. Elle passe de 78 mètres à 40 mètres en moyenne. On diminue les portées d'une part, et donc on diminue la hauteur générale du tablier pour avoir des poutres qui sont beaucoup plus petites, et donc d'avoir un profil qui soit plus intégré dans le. Mais ça, c'est issu du dialogue. Une autre intervention qu'on a fait, c'est de se dire que dans ce site, on a des lignes en éventail. On a le Lez.
notamment, et l'avenue Georges Frêche qui est ici. Et donc, ce serait intéressant dans tout ce travail-là d'orienter l'ensemble des systèmes de piles en fonction de ça. Et donc, on a proposé qu'il y ait, on le voit, un toc, 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 que l'alignement des piles corresponde à la lecture qu'on aura du paysage, de manière à favoriser ce passage en éventail, comme ceci, dans le territoire. Après, on passe... Je suis un peu vite parce que tout ça, ça a duré des années. Les premières esquisses, là on est sur le Lèze. Les premières esquisses, donc la mise en place du tablier, des piles qui plongeaient à moitié dans le Lèze, et puis un système ici de garde-corps avec une fonction acoustique demandée très forte, puisqu'à terme on sera en milieu urbain, il fallait immédiatement qu'on ne soit pas juste dans du garde-corps, mais qu'on soit dans de l'acoustique. Bon, évidemment, ça, c'était pas terrible. Donc, on est passé à une deuxième version où on a éloigné un petit peu les piles du Lèze pour leur donner un petit peu plus d'ampleur à tout ça, et c'était toujours pas très bien. Et on a proposé de transformer le tablier en ce qu'on appelle un tablier à inertie variable. C'est-à-dire que l'épaisseur sur les piles était plus forte que l'épaisseur au milieu. Ce qui donne un mouvement d'arche au-dessus du paysage qui était pour nous beaucoup plus satisfaisant que les premiers. Bon, dans la démarche, je ne vous cache pas qu'à chaque fois, c'est convaincre énormément de monde. On a des grandes réunions de principe avec la ville, l'agglo, l'État, ASF, etc., etc. 25 autour de la table, en projetant des images, en essayant de convaincre, etc. C'est des démarches un petit peu difficiles, un petit peu longues. Et petit à petit, on est arrivé à cette image. Derrière le beau string que vous voyez, c'est le TGV. C'est pas l'ouvrage en question. Donc l'image qui est quasiment l'image finale, avec les garde-corps anti-bruit sur lesquels je reviendrai, et cette forme qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus harmonieuse dans le paysage, qui est devenue finalement le projet final. Donc ça c'est quelques photos, ça c'est du côté sud, ça je crois que c'est au droit de la Lironde. Et on a fait la même démarche au-dessus de l'avenue Georges Frêche, avec de la même manière, là les premières esquisses qui avaient été lancées, et puis le résultat final après, donc toute l'évolution qui a été due à ce dialogue entre archi et ingénieurs, où chacun a essayé de faire plaisir à l'autre, en gros. Voilà ce que ça donne quand on est dessous, avec une certaine géométrie un petit peu légère. Le travail sur les piles a été important. On a fait beaucoup d'esquisses, beaucoup d'essais. Il y a eu des essais, notamment avec ce qu'on appelle les chevêtres, c'est-à-dire ces éléments-là que je trouve pas très pertinents dans ce type d'ouvrage, qu'on a vite supprimé. Toujours sur les dessins de piles, etc. Voilà. Et puis, une attention particulière portée à la proximité. Le long du Lèze, il y a une promenade, vélo, piéton, etc. C'est-à-dire qu'on passe sous le viaduc et on passe à proximité de ce qu'on appelle les perrets. Et donc, il y a une attention particulière qui est prise sur ces détails d'exécution, de la manière dont on va percevoir, dont on va s'arrêter avec un travail de pierre, un travail de gabion au-dessus, etc. C'est toujours cette échelle de distance, de vision. Voilà. Bon, une petite planche pour expliquer également tout le travail qu'on a fait sur les couleurs, sur les teintes, etc. Les garde-corps, c'était très intéressant et très difficile en même temps, parce que ceux-là sont spécifiques. Ils ont une fonction donc acoustique, mais on voulait aussi que
Une fonction acoustique, ça veut dire que les murs acoustiques, vous savez ce que c'est des murs relativement opaques d'habitude. On est entre deux murs comme ça. Et il nous semblait intéressant quand on est sur l'autoroute, quand on conduit sur l'autoroute, de pouvoir avoir quand même une vision sur le paysage, de pouvoir se situer, savoir où on est, etc. Et donc on a développé cet élément, ce prototype, avec une partie métallique corniche qui contient ce qu'on appelle les réseaux, les caniveaux, etc., etc., et une partie de plus en plus transparente vers le nord à base de métacrylate pour donner cette impression en même temps de transparence et en même temps d'assurer l'acoustique nécessaire. Et voilà, ça passait par des dessins. Ça, c'était le prototype quand il a été mis en place, pour voir tous les petits détails. C'est très, très, très précis. Et ça, bon, l'ouvrage tel qu'il est en finition actuellement, voilà. 2-3 vues sur ces petits ouvrages, parce que ces petits ouvrages qui sont aussi sur un œuvre sont aussi importants que les grands, comme tout à l'heure. Et donc il y a d'une part, encore une fois, un travail un peu systématique ici, un travail sur les géométries des murs, c'est-à-dire que quand on est dans le centre de la circulation, ce mur-là est plus ouvert que celui-ci pour inciter à aller dans le bon sens. Voilà, un petit peu un aperçu. Bon, ça, c'est un des vieux, c'est pareil, des murs en aile de la même manière. Bon, quelques exemples de grands ouvrages quand même. 3 ouvrages donc, que j'ai fait, donc 2 sur LN5. L'ouvrage de la Grenette, dont vous avez une vue tout à l'heure. On est dans la Drôme. On est dans des paysages de collines, dans un site vers la Roche-sur-Grane, un site qui est assez bucolique, assez sympathique. Et on a un viaduc qui passe là, qui est le plus haut de la ligne. Il fait 60 mètres de haut, ce qui est très très haut. D'un point de vue structurel, c'est très très difficile, très important. Des piles qui font 60 mètres. Et l'idée était ici de montrer en même temps une sorte d'accroche sur le paysage, de manière un petit peu lourde, un petit peu forte, et en même temps de montrer la légèreté du trait qu'on trace dans le paysage et de montrer sa géométrie. Alors, je m'explique. Et donc, on a conçu des piles qui étaient en 2 parties. Une partie plutôt massive, en béton jaune, etc., de profil rectangulaire, qui s'assoit sur le sol et surmonté d'un fût beaucoup plus léger, de forme ovoïde, en béton gris, très très simple, qui vient soutenir le tablier. Le chantier n'a pas été simple. Et l'idée était là de dire, on a une ligne TGV qui est en pente, qui monte. Comment exprimer ça dans le paysage? Et ça a été de dire que cette ligne de séparation, ici, là, construit une horizontale. Ils sont tous alignés sur une horizontale, et donc c'est les fûts qui sont différents. Et bon, dans une lecture un petit peu attentive, on voit cette différence entre une ligne horizontale et une ligne qui monte. J'accentue le mouvement, mais c'est voilà, c'est une manière d'introduire, de mettre ce trait là dans le paysage. C'était un très très beau chantier, ça c'était intéressant, parce que bon, il a fallu évidemment, quand on fait un chantier comme ça, on le voit pas sur les photos, mais ça veut dire que le site il est complètement bouleversé, parce que pour aller faire ses piles, etc., il y a des engins de chantier, il y a des pistes, il y a tout ce qu'on veut, il faut reconstituer après, il faut redonner de la végétation, et ça a été bien fait. Mornas-Mondragon, alors on est au-dessus du Rhône, à la limite entre le Gard et la Drôme.
Le bowstring, c'est une ancienne technique constructive SNCF. Il y en a plein les campagnes. D'habitude, ils sont en béton. C'est des arcs en béton assez massifs. Le bowstring, c'est pas un pont suspendu. C'est pas des câbles. C'est d'une rigidité absolument phénoménale. Pour vous donner un exemple, un élément comme celui-ci fait 90 mètres de portée. La rigidité, c'est qu'en conditions extrêmes au milieu, et quand je dis conditions extrêmes, c'est 2 TGV qui se croisent à 300 à l'heure, ça ne doit pas bouger de plus de 2 cm. C'est vous dire la raideur que doivent avoir ces ouvrages. Et les bowstrings ont souvent été utilisés quand il fallait passer des portées un petit peu importantes. Et donc là, c'était le principe de réinterpréter cette forme classique, traditionnelle, de manière plus transparente, encore une fois, de pouvoir jouer avec le reflet de la lumière, le ciel, le paysage lointain, etc., de l'introduire. Donc on a dédoublé les 2 arcs, de manière à avoir cette transparence. On a joué sur ce qu'on appelle les pièces de pont, comme si c'était des pièces de pont de bateau qui venaient se poser légèrement dans la rivière pour faire cet ouvrage. Celui-là, le premier c'était Morna, celui-là c'est son jumeau Mondragon, qui est un petit peu plus court. Et tout le travail de détail des relations, des liaisons entre les arcs, de ces approches là, de cette manière de poser les choses le plus long possible. Ça c'est des tirants, c'est pas des câbles. Donc c'est une fonction de tirant. Ça a été calculé. Au départ, c'était difficile avec les ingénieurs parce que pour eux, ça pouvait pas marcher. Il fallait absolument que les tirants soient rayonnants, sinon ça allait se casser la figure. Et petit à petit, au bout de 2-3 mois de calcul, ils ont dit bon allez, ça marche. On va y aller, on va le faire. C'est un autre bowstring qui est au-dessus de la gare de péage de Avignon Sud. Celui-là, c'est le plus grand de la ligne. Il fait 110 mètres de portée. Il était conçu un petit peu plus rapidement, donc on a été un peu plus simple. Pour anecdote, c'est un bowstring. Il a été construit sur une plateforme qui est ici. Et ensuite, il a été mis en place en une journée avec un engin absolument fabuleux, une espèce de 1000 pattes avec 1000 roues qu'il tenait, etc. C'est des compagnies hollandaises qui sont spécialisées dans ce type d'expérience. Et il est venu le poser, il l'a pris, hop, il l'a posé, passé au-dessus de la gare et mis en place en une journée. On a fermé la gare de péage pendant une journée. Le pont de la Garonne. Alors c'est une histoire, ce pont de la Garonne. Le pont de la Garonne, c'est le pont d'arrivée des trains qui viennent de Paris en gare de Bordeaux. Donc la Garonne, la gare de Bordeaux, elle est à 200 mètres à côté, ici. Et jusqu'à ce qu'on intervienne, les trains qui arrivaient de Paris traversaient par une passerelle Eiffel. Une passerelle métallique qui était ici, mais qui ne supportait que 2 voies. Donc nécessité, comme le TGV il arrive à Bordeaux incessamment sous peu, de refaire un pont de 4 voies, etc., pour l'arrivée des TGV. On ne pouvait pas le faire à l'endroit de la passerelle, parce que la passerelle, elle était en fonction. On ne pouvait pas se permettre d'arrêter les trains pendant le chantier. C'est pour ça que ce pont, il est à côté, avec ses déviations un petit peu particulières. Cette opération, elle a donné lieu à ce qu'on appelle une procédure de conception-construction, c'est-à-dire des équipes entreprises concepteurs qui ont été mariées et qui ont été mis en concurrence. Nous étions 5 équipes. Moi, j'ai travaillé avec Eiffage parce qu'on avait loué de très bons liens sur LN5, notamment sur le viaduc de la Grenette. Et donc, ils m'ont dit, allez, on va faire cette opération ensemble. Et la première chose, comme toujours, c'est d'aller se balader sur le site, aller voir ce qui se passe, etc.
À 300 mètres de là, il y a le pont de Pierre, d'une part. Le pont de Pierre qui est un ouvrage assez remarquable, qui relie les deux rives, et qui est fait donc d'arches, et qui fait également, avec cette corniche avancée, on le voit ici, qui vient tracer un trait d'ombre entre les deux rives. Il affirme cette horizontalité, il affirme cette relation entre les deux rives. Et par ailleurs, on le voit sur cette photo, quand on se balade dans Bordeaux, c'est une ville basse. C'est pas une ville haute. Les immeubles, ils sont aux alentours, mais on le voit ici, centre-ville, etc. Il n'y a pas d'émergence. C'est une ville qui vit comme ceci, qui vit basse. Et donc, mon impression était que le pont qu'on allait construire, il fallait qu'il obéisse un petit peu à ces mêmes critères. C'est-à-dire un trait entre deux rives, une référence peut-être au pont de Pierre, et surtout pas d'émergence. Nous étions 5 équipes en concurrence, et les gens d'Eiffage avec qui je travaillais, ça a duré 6 mois, parce que c'est très long ces procédures. Les gens avec qui je travaillais me disaient « Ah non, mais c'est Duval, ça marche pas, ça. Juppé, il veut son millot. Juppé, il veut son geste. C'est l'entrée de la ville, il faut qu'on fasse un pont suspendu, il faut qu'on fasse un pont rubané, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ça marche. » Et moi, j'étais absolument persuadé que non, parce que dans la ville, j'imaginais pas qu'on puisse bâtir un ouvrage comme ça, un geste quelconque, il fallait être un petit peu plus subtil que ça. Et j'ai mis 6 mois à les convaincre, et tant et si bien qu'au bout de 6 mois, ils m'ont dit « Bon, allez, monsieur l'architecte, on y va, on essaye. » Ça, ce sont les images du concours, où on voit que, bon, la Garonne, elle est là. Hein, donc on a quelque chose d'extrêmement simple, avec des piles qui sont dans le sens de la rivière, avec une réinterprétation un petit peu contemporaine de ce mouvement des arches, et avec l'affirmation de ce trait qui continue là-bas sur les estacades pour relier les deux rives. Voilà, toujours pour l'instant des images du concours. Et donc, dans la réinterprétation, on retrouve ici les arches, et on retrouve ici cette idée de corniche qui était sur le pont de Pierre, qui nous sert à marquer ce trait d'ombre qui va accompagner l'ouvrage. Il y a eu jury, il y a eu 4 projets monumentaux, plus le nôtre, et on a eu l'unanimité du jury. Comme quoi, cette approche n'était pas si idiote que ça. Donc voilà le pont réalisé. On voit la passerelle Eiffel et on voit le pont. Là, c'était des photos de chantier, donc c'était il y a 2-3 ans déjà. Donc voilà ce que ça donne dans la finalité. Pour l'anecdote, je reviens quand même là-dessus parce que ça se finit pas trop bien cette histoire. Parce que au début de la consultation, il était entendu par tout le monde qu'une fois qu'on aurait construit, on détruisait la passerelle Eiffel. Parce que, bon, d'abord, elle n'est pas d'un grand intérêt architectural. Eiffel était un jeune ingénieur à l'époque. Bon, à part le fait que c'est une structure métallique, ça n'a pas une énorme valeur. Mais il se trouve que les associations sont mobilisées. Et on dit non, il n'est pas question. En plus, Bordeaux, patrimoine de l'UNESCO et tout. Là. Et du coup, ben voilà. Donc on est dans une situation où on a les deux qui sont en parallèle. La passerelle, elle n'est pas utilisable parce qu'on l'a coupée au debout pour pas qu'elle soit accessible. Donc elle est sur le fleuve et le pont de Garonne est en parallèle. Et bon, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est l'histoire des ouvrages, quoi. On voit les ombres de la passerelle là, qui se baladent le long du pont. Alors, je voulais terminer en revenant sur un thème qui m'est un petit peu cher. Je reviens un peu à l'architecture, là, pour 5 minutes. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de contraintes dans notre métier. Et c'est vrai, il y a des contraintes physiques, il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes politiques, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes, etc., etc. Et je pense que... C'est un petit aparté que j'ai envie de faire. Je pense que dans notre métier, le fait de pouvoir
prendre en charge ces contraintes, les prendre en compte, mais en faire des atouts de projet, en faire une manière de gérer un projet et d'organiser un projet, ça fait partie de notre métier. Une contrainte, c'est pas forcément négative, ça peut être l'objet d'aller plus loin dans le projet. Donc c'était juste un petit aparté avec 3 exemples, et puis j'en aurais fini. Je reviens donc sur ça, sur Ocean University que vous connaissez. Donc la contrainte, c'était effectivement comment on se débrouille pour faire l'urbanisme dans une zone impactée fortement. Et donc on a travaillé sur les rétentions indispensables et obligatoires comme étant autant de jardins. Donc, et poser ces jardins sur le tracé de l'eau. Sur le tracé de l'eau qu'on avait identifié, de manière à transformer cette contrainte d'avoir à faire des grandes surfaces de rétention en espace public, en espace utilisable. Voilà ce que ça donne actuellement. Et donc, l'été, tous les étudiants de la fac, ils viennent pique-niquer là systématiquement. Donc c'est devenu un poumon vert du quartier, c'est devenu un espace public très 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 remarquable. Donc la contrainte est devenue le projet. Deux autres petits exemples un peu plus techniques. Vous reconnaissez le péage d'Arles sur A54, là, quand on vient de Nîmes. Il est massif, il est énorme. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé à travailler là-dessus, ça aurait été pas disons comment on appelle ça enfin bref. On ne pouvait pas construire là parce que c'était interdit, sauf intérêt public. Voilà, sauf intérêt public. Donc on a pu construire. Et pourquoi on a fait un grand ouvrage comme ça ? Parce qu'on est dans un terrain qui bouge. On est sur les rizières de Camargue tout autour. C'est suivant qu'elles sont en eau ou pas en eau, les rizières, le terrain il bouge. Infinitésimement, hein. Ça peut être de 2-3 cm, c'est tout. Mais ça bouge. Et on aurait fait un auvent avec des porteurs séparés, il aurait cassé. Parce que 2-3 cm dans une structure métallique, ça casse. Et donc, on était obligé de faire un auvent qui soit simplement sur 2 appuis. Un appui sur le bâtiment, un appui sur la pile qui est par là. Et c'est tout. D'où sa grande longueur, d'où son épaisseur, parce que la structure, il y a de la place, etc. Et d'où donc cette forme qui est issue, là encore, d'une contrainte particulière, très très forte, qu'on n'aurait pas pu imaginer si on avait passé à côté. Et pour ceux qui sont un petit peu curieux quand vous passez dessous, quand vous regardez bien l'appui qui est sur cette pile-là, c'est une bielle. C'est une bielle qui permet les mouvements, je les exagère encore, mais qui permet le travail de la structure. Donc là aussi, la contrainte est devenue atout de projet. Et puis le dernier, je reviens sur les auvents. Là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Pourquoi ces auvents sont-ils en petites parties, comme ceci ? Non pas d'une grande portée, parce qu'on a commencé par la gare de Saint-Jean-de-Védas. Et la gare de Saint-Jean-de-Védas, elle est construite quasiment à l'endroit de la gare actuelle. Ça veut dire qu'on a construit cette gare petit à petit pour ne pas interrompre la circulation. Donc on neutralisait 2 voies, on faisait l'auvent pour 2 voies, on passait à côté, etc., etc. Et donc, d'où l'explication de cette multitude voilà, par exemple, là là les voies sont circulées et là on est en chantier. Donc, toc, 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 toc. Et comme la gare de Bayard, comme j'ai expliqué tout à l'heure, était de la même, donc la gare de Bayard, elle a été faite de la même manière. Bon, c'était une petite reconduction, et voilà, et j'en ai fini, et merci.
Merci pour cette présentation qui va nous permettre de regarder de façon plus attentive tous ces ouvrages d'art. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est en termes de contraintes environnementales, et notamment sur la faune. J'en ai pas parlé. Oui. Pardon. J'en ai pas parlé parce que les équipes de conception, c'est évidemment non seulement l'architecte, mais le paysagiste, les environnementaux, comment ça s'appelle, des lausières là, les écologistes des lausières sont partie prenante très très forte dans ça, et donc on travaille sur des zones reconstituées, sur des passages de faune, sur des passages de gibier sur l'autoroute. Ça fait partie des petits ouvrages, que j'appelle les petits ouvrages. Et effectivement, j'en ai pas parlé, c'était pas forcément mon domaine, mais c'est extrêmement présent, tu t'en doutes bien quand même. Merci beaucoup pour cette présentation très diverse. Personnellement, j'étais ingénieur. Et j'ai connu l'époque, j'étais ingénieur en barrage et centrales hydroélectriques, où on demandait à l'architecte au dernier moment, bon écoute, les poutres de pont roulant, on les fait en rouge ou en vert. C'était à peu près ça. Et moi, ça ne me satisfaisait pas. Alors, l'autre, parce que c'était un travail de décorateur, qu'on donnait à l'architecte, qu'on lui octroyait. Et je vois que, heureusement, les choses ont changé. Pour moi, l'autre extrémité, c'est le viaduc de Millau, où vous avez parlé de contraintes transformées en éléments de projet. Moi, j'ai trouvé admirable que l'architecte ait l'idée de faire un pont en légère courbe, et que les ingénieurs, au lieu de l'envoyer paître, aient dit « Ah ben ça nous permet peut-être, vu la souplesse des piles, de supprimer les joints de dilatation ». Ce qui donne un grand confort quand on passe sur ce viaduc. Alors ça, c'est un propos tout à fait introductif. Ma question, c'est j'ai cru comprendre que sur des ouvrages d'art comme celui qu'on a devant les yeux ou le pont de Bordeaux, ce qui était avant et enfin de chaque côté de l'ouvrage d'art était déjà déterminé. De même sur les autoroutes ou les lignes de TGV, j'ai cru comprendre que le tracé de la ligne avait été déterminé et que l'architecte n'y avait pas été associé. Donc ma question, c'est suivant le type d'infrastructure, à quel moment intervenez-vous, à quel moment êtes-vous pleinement associé? Comme vous l'avez dit, on fait partie d'une équipe, architecte et ingénieur, on se respecte, on discute et on présente ensemble un projet. Voilà ma question, elle est peut-être un peu trop vaste. Hein, mais... Non, mais je pense que vous avez raison sur le fond, à savoir que un profil sur autoroute ou TGV ou autre, c'est quelque chose d'extrêmement précis et d'extrêmement calculé, sur lequel on n'a pas ni d'intervention ni même de compétences. Enfin, je ne saurais pas faire un profil en long d'autoroute associé aux contraintes que j'ai données tout à l'heure d'implantation du site en fonction de critères qui sont peut-être pas forcément des critères physiques de site. Et là, on a peu d'intervention. Quelquefois, on arrive quand même à poser les choses, à savoir si... mais c'est de l'ordre de dire, bon, il y a une falaise à traverser, on fait un tunnel ou on fait une tranchée. Bon, là, on peut apporter, mais ça n'a pas d'incidence sur le profil lui-même. Le profil était quelque chose d'extrêmement important, rigoureux. C'est 2% de pente maxi sur un TGV, etc., etc. Et ça, sincèrement, on a peu de marge là-dessus, quoi. Mais vous avez raison sur le fond. Hein. Oui, Alain Lorjas, citoyen lambda
de la ville. Moi, je voudrais revenir sur le viaduc de Courbessac. Vous savez très bien que le viaduc a pris du retard parce que le pouvoir politique en a décidé qu'il ne plaisait pas aux politiques, parce que au départ c'était un viaduc aubané. J'ai les photos ici, etc. Bon, le résultat de la chose, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce que ça a coûté beaucoup plus cher. Mais finalement, le résultat est nul, parce que je pense qu'on aurait dû repartir sur le viaduc aubané plutôt que de rester là. Ça fait un trait dans le paysage. Alors moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je sais, vous pouvez pas critiquer vos confrères, mais quand même. J'ai pas de mal pour ça. Je pense qu'on est typiquement un petit peu dans la même problématique que ce que j'ai exprimé sur Bordeaux, c'est-à-dire qu'on est en milieu urbain. On est dans un milieu urbain très très fort. Et la solution aubanée, évidemment, n'était pas la bonne solution dans un milieu urbain. Très sincèrement, je le dis clairement, je suis pas persuadé du viaduc tel qu'il a été dessiné. Je trouve qu'il est très, il y a plusieurs sections, il y a plusieurs formes de piles, etc. Il y a pas d'homogénéité dans cet ouvrage. Et je le trouve pas très très bien. Enfin, voilà. Vous avez eu connaissance du premier projet ? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le projet aubané, il a pas sa place en ville. Il a pas sa place en ville. Ah ben voilà. Oui, je voudrais savoir si tu te souviens de la longueur de la dilatation de l'ouvrage de Arles. Parce que le fait de franchir juste avec 2 points, l'appui et une rotule pour que ça puisse s'articuler, je l'ai plus en tête. Il fait la portée de 90 mètres. Donc pour ceux qui savent calculer, en 90 mètres en métal, ça peut bouger. Mais le fait qu'on soit sur bielle assure justement les déformations possibles de la structure. Alors, je vais te le dire, ça peut s'allonger de plus de 14 cm. Pardon ? Ça peut s'allonger de plus de 14 cm. Oui. Voilà. Pour une structure métal, c'est très important. Oui, oui. Ouais. Mais bon, comme on n'est pas rigide, comme on peut bouger... D'accord. Ce qui explique l'articulation. D'accord. Voilà. Enfin, elle s'explique dans ce sens-là, et dans la mesure de pouvoir absorber les mouvements verticaux également. Aussi. Ça fait partie des exercices qu'on donne à faire aux étudiants en architecture maintenant. Moi, je voulais savoir qui décidait de la couleur des ouvrages. Parce que la forme, c'est une chose, mais la couleur, en particulier ceux-là, je les connais bien, très bleu dans le paysage, je ne sais pas... La couleur, dans le cas de LN5, c'était relativement simple, parce qu'on avait ce qu'on appelle une équipe projet autour de RFF qui était restreinte, avec un directeur de projet qui s'appelait Pierre Isard à l'époque, qui était un type remarquable. Et donc, bon, on faisait des propositions, on était 5 autour de la table à discuter avec des images de synthèse, etc. Pour Leslie Ronde, c'était un petit peu plus compliqué, parce que tout le monde voulait mettre son petit grain de sel pour arriver à imposer des choses. Donc, de la même manière, il y a une espèce de consensus. On a apporté, nous, des éléments illustrant les différentes versions, en militant pour que l'ouvrage soit en partie basse, sombre, de manière à mettre en évidence la clarté des corniches. Ça me semblait plus sympathique pour gérer la perception de l'horizontale. Et après, bon, il était décidé que c'était un gris, le gris que vous voyez maintenant. Bon, je dirais un consensus de tout le monde. La décision, elle est toujours un petit peu difficile, là, parce que le maire de Montpellier veut telle couleur, le président d'Aglo, mais c'est le même, hein, etc. Enfin, c'est des relations très, très complexes. On est dans des ouvrages qui sont impactants très très fort, et tout le monde veut avoir son mot à dire. J'ai trouvé un certain intérêt à la présentation du projet de contournement autoroutier de Montpellier, parce que c'est un exemple dans lequel vous avez
pu mettre en valeur la dimension prospective, l'implication des acteurs multiples. Et dans la mesure où les réalisations s'appuient sur une dimension prospective, est-ce que parmi les acteurs présents autour dans les discussions que vous avez eues, le monde agricole était présent? Les terrains au sud de Montpellier relevant, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Le monde agricole. Dans la mesure où les pas à mon niveau. Il était présent parce que ASF a beaucoup travaillé en négociation avec eux, notamment en partant des problèmes d'acquisition foncière, évidemment, et ensuite en travaillant sur la restitution de certains territoires, etc. Mais c'est pas une phase où j'ai été associé. Ça s'est passé, ça s'est fait. Et notamment dans les négociations autour je l'ai montré tout à l'heure, des propriétés viticoles, etc., qu'il fallait absolument préserver. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait de relation avec le monde agricole. Personnellement, j'y ai pas participé. Mais l'équipe d'ASF autour de ce projet, qui est une équipe très spécifique, était, à mon avis, assez remarquable. À mener ce projet, qui est quand même un énorme projet, on va livrer l'autoroute avant les vacances. Avant le mois de juillet, avant les départs du mois de juillet, avec 3 ou 4 mois d'avance sur le planning. Donc c'est un chantier qui a été mené, à mon avis, de manière tout à fait remarquable. Est-ce qu'à tout hasard, il y aura encore des visites de chantier avant l'ouverture de l'autoroute ? Sur A9 ? Oui. Non, c'est pas possible. Pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de visite de chantier de n'importe qui. Il y a un site d'information qui est près du viaduc Lesdis-Ronde, avec un remarquable film de survol de l'ensemble de la section, avec des maquettes, avec tout ce qu'on veut, l'explication, mais on ne peut pas aller sur chantier. Merci. Oui, sur le site de Montpellier, est-ce qu'il y a eu un débat sur les ouvrages d'art entre les gens d'ASF et de RFF, notamment au niveau de la gare, enfin de la future gare TGV? C'était au départ, il y avait des bonnes intentions. C'était très difficile parce que chacun a ses logiques de tracé, de structure, etc., etc. Et on a eu beaucoup de mal à se concerter, à part quelques endroits particuliers. Par exemple, le pont, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est à côté de la gare de la Mogère, qui surplombe en même temps l'autoroute et en même temps la ligne TGV. Là, il a été traité de manière unitaire. Mais c'est un des rares exemples. On le voit sur l'exemple de Lesdis-Ronde, par exemple, où nous avons, nous, un viaduc qui est le plus fin possible, et à côté, on a un bowstring, parce que le RFF ne pouvait pas faire autrement, vu la portée au-dessus du Lez, de passer qu'avec une structure de ce type-là. Donc on a une confrontation qui n'est pas forcément très heureuse. On n'a pas réussi forcément à s'accorder sur les dessins de garde-corps, etc. D'autant plus que ASF, c'est 25 km, TGV, ça vient jusqu'à Nîmes. Donc il y a une répétition là des ouvrages qui est beaucoup plus importante que celle de l'autoroute. Il y avait des bonnes intentions de départ, ça n'a pas été où. D'accord. J'ai une autre question un peu ponctuelle. L'image qu'on a là devant les yeux, est-ce que le pont tel qu'on le voit là, il est plus cher, moins cher, pareil que le projet voulu par les ingénieurs, purement ingénieurs Non, on est. Quel est l'impact de l'architecte? Cette notion de plus-value architecturale, je la refuse un petit peu. On n'ajoute pas de matière, on n'ajoute pas de... Qu'est-ce qu'on fait? On dessine autrement les choses, on les pose autrement, mais la plus-value, s'il y en a une, elle est minime par rapport au coût de l'ouvrage. C'est pas parce qu'on a dédoublé les arcs que tu sais que ces ouvrages-là, ils se calculent souvent au poids, tout bêtement. Le poids de métal, hop, un prix, un coût. Là, on rajoute pas de matière forcément, donc il n'y a pas forcément de plus-value. Quand on dessine un garde-corps bien dessiné, propre, correct, c'est la même quantité de béton, de métal, c'est simplement qu'il est mieux dessiné. Donc il n'y a pas cette notion de plus-value architecturale, il faut l'abandonner. On fait un ouvrage qui est bien dessiné, voilà.
Donc, je souhaiterais poser une question sur le souci de traitement des ouvrages, en comparant donc l'état d'esprit qui a prévalu pour le contournement autoroutier et celui du contournement ferroviaire. J'ai bien remarqué en fait le souci d'un traitement homogène pour ce qui est autoroutier. Et il me semble qu'une façon assez marquée, le contournement ferroviaire, lui, insiste sur la diversité des ouvrages d'art, parce que la centaine d'ouvrages qui a été réalisée entre Montpellier et Manduel, d'après ce qui en a été dit lors de la communication, faisait bien apparaître le souci d'adapter un ouvrage au site sur lequel il devait être construit. Voilà. Donc je trouve qu'il y a deux situations qui relèvent donc de choix. Oui, là aussi, c'est mon avis personnel. C'est pas si évident que ça. Il y a dans les ouvrages de TGV, vous remarquerez que l'ensemble des ouvrages sont traités, notamment ce qu'on appelle les murs accompagnants, etc., les murs de la même manière. Il y a deux couleurs. Il y a une couleur bleue dans le Gard, il y a une couleur jaune dans l'Hérault, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, non, c'est l'inverse. Une couleur jaune dans le Gard, une couleur bleue dans l'Hérault. Mais à part ça, ces ouvrages, ils sont à peu près les mêmes. Et j'irai même plus loin, c'est que les ouvrages du TGV sont traités de la même manière que les ouvrages qui passent au-dessus ou en dessous. Il n'y a pas de différence entre les deux. Vous regardez. Et donc, c'est mon ami Spielmann qui a fait ça, et on en a pas mal discuté notamment là-dessus. Un ouvrage qui, à mon avis, mais là, je m'avance encore, qui n'est pas très bien, c'est l'ouvrage qui est au-dessus de l'autoroute A54, avant l'aire de péage, qui est un arc jaune, qui est très court, qui est pas dans des très très bonnes proportions. Nous, on avait participé c'était aussi en conception-construction. C'est la même chose que le TGV Bretagne ou autre. Et donc, avec Eiffage, on avait répondu sur ça. Et nous, on avait préconisé non pas de passer là, mais de passer dessous. D'avoir une grande trafée qui passe sous l'autoroute et qui passe d'ailleurs sous une zone après vers l'ouest qui est une zone classée en Natura 2000, etc., d'échapper. Et bon, par exemple, cet ouvrage-là, il obéit à la même manière que les autres, même couleur, même mur en aile, dont vous voyez les formes qui sont un peu systématiques, avec le marquage, un petit marquage dedans, etc. Mais il est pas dans des bonnes proportions. Voilà, c'est des avis personnels que je me permets. Bonjour, je suis étudiant en master design et innovation en société à l'université de Nîmes. Je suis étudiant en master design et innovation en société à l'université de Nîmes, et tout à l'heure j'ai remarqué qu'il y avait la présence de dégradation sur les ponts. En général, je vois que les ponts sont dégradés, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, quoi, par la présence de graffiti. Et je me demandais, est-ce que l'architecte peut-il intégrer dans la conception, l'anticipation de ce type de dégradation ? Difficilement, à part de mettre en place des produits qu'on appelle des produits anti-graffiti, mais dont on voit l'efficacité relativement... c'est pas terrible, quoi. Mais bon, ce genre de phénomène, malheureusement, on a du mal à le contrer. Il y en a un qui est remarquable pour ça, quand on va sur Avignon. Quand on monte avant de redescendre, il y a 3 ponts que j'ai dessinés dans ce cadre-là. Eux, ils sont complètement tagués. Alors que ceux que je vous ai montrés, encore, bon, les piles sont taguées. Par contre, tout ce qui est corniche, etc., reste au bout de 20 ans propre. Bon. Ça vous déçoit pas de voir Pardon ? Ça vous déçoit pas de voir que... Ah ben si, bien sûr, mais j'y peux rien. On met les produits existent, on met les produits, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a des tags. Parce que, comment dire, pour accéder à ce type de support, peut-être qu'on peut intégrer des trucs qui empêchent ces gens-là de venir. On en met sur... on essaye d'empêcher le tagger de monter sur les poutres. Alors il y a des protections qui sont
des arrêts ou des protections qui sont en haut ici, qui empêchent d'aller grimper là-dessus. Mais ils sont très habiles. D'accord. Très souples. Non, mais c'est un problème général. Les murs anti-bruit qui sont le long de la 9 sont la plupart tagués, alors que c'est extrêmement dangereux d'aller là, de se balader. Mais bon, c'est des supports faciles. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ça marche. Il nous reste à te dire un grand merci pour cette présentation.